Bonjour à tous, vous voilà donc maintenant hors champ et de retour avec nous pour cette deuxième vidéo. Et aujourd'hui, on a un nouveau sujet qui nous semble intéressant à nos yeux, c'est de parler des nouvelles pousses, enfin, entre guillemets, qui vont arriver à Hollywood, voire dans le cinéma mondial. C'est ça. Est-ce que déjà, je pense qu'on pourrait commencer en expliquant d'où nous est venue l'idée de ce sujet? Bah oui, vas-y. En fait, c'était une soirée, donc comme on l'a dit, on discute très souvent de cinéma ensemble. Et Thomas, il m'a dit, donc tu remarques quand même que genre tous les cinéastes que tu aimes vraiment beaucoup, genre ils sont vieillissants. Et là, dans ma tête, au début, j'ai essayé de nier. J'ai fait non, tu dis n'importe quoi. Et du coup, j'ai dit des noms. Et là, j'ai fait putain, merde, ils ont tous passé la cinquantaine. Ouais, ils commencent à se faire vieux tous, effectivement. Et là, j'ai fait ah oui, il a raison. Bah après, ça reste pas pour autant des personnes mortes, hein. Ils font quand même des films, comme on disait, je sais pas combien de fois on l'a dit, pour Clint Eastwood, 92 ans, toujours devant la caméra. Ce qui est quand même incroyable. Derrière la caméra et devant aussi avec la mule par exemple. Les deux. Mais, il a pas le temps, les deux. Il est toujours là quoi, mais c'est surtout en fait pour un peu renouveler, on va dire, le parc des réalisateurs et de savoir en fait qui va être un peu les maîtres du cinéma de demain quoi. Parce que mine de rien, bah ouais, comme on le disait, tout le monde commence à vieillir et on a fait un peu nos pronostics, nos paris, on va dire, on a fait une liste chacun. Donc le but, ça va être de la présenter. De 5 à 6 réalisateurs. Ouais. C'est ça. Pour que vous, soit vous puissiez en découvrir, soit il y a aussi des grands noms que vous connaissez sûrement. Oui, il y a des noms qu'on connaît. Après, en soi, les films, je pense qu'on va peut-être pas vous en faire non plus trop connaître, peut-être un ou deux, surtout dans ta liste, parce que moi, c'est quand même des noms quand même très connus, où relativement, ils ont fait quand même des métrages assez... qui ont quand même bien fonctionné. Donc, mais au final, ils en ont fait que un ou deux et des fois on connaît même pas leur nom. On a vu leurs films, on a adoré ce qu'ils ont fait, mais on sait même pas leur nom. Et on sait encore moins leur âge. Et il y en a certains, ils sont quand même assez jeunes pour un métier comme ça où habituellement il faut avoir de la bouteille. Pour préparer cette vidéo, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris la liste des 30 films ayant fait le plus d'entrées au box-office mondial aux États-Unis et en France, donc 3 listes différentes. Et en fait, on se rend compte que sur ces 30 réalisateurs, 95% ont plus de 45 ans. C'est ça. Donc on s'est mis comme limite 45 ans. J'avoue que j'en ai que un qui a 46 ans, mais je pense qu'on va m'expliquer. 46 ans, ça va. Ouais. C'est la limite, ça passe. On va dire qu'il est dans l'âge, quoi. Bon, écoute, je te propose qu'on commence. Ouais. Vas-y, donne-nous ton premier nom. Alors, moi, j'en donnais tout de suite deux parce que je pense qu'ils sont dans beaucoup de bouches et dans beaucoup d'idées de personnes. C'est Ari Aster et Jordan Peele, donc ils ont respectivement 34 et 41 ans. Donc je pense c'est actuellement avec James Wan, ça doit être un peu la triplette des maîtres de l'horreur actuels. Autant Aster avec Hérédité et Midsommar, enfin c'est des films qui sortent complètement des sentiers battus. On n'a pas du tout l'habitude de voir des films d'horreur de cet acabit. Et il y a vraiment une patte de réalisation. Et le mec a 34 ans, quoi. Enfin, c'est un tout genou, on va dire, dans ce milieu. Et pour Jordan Peele, c'est un peu la même chose. C'est Get Out, c'est Us. Ça fait sensation. Voilà, ça fait sensation. Il y a quand même en plus des messages souvent politiques, on va dire, derrière. Je pense que tout le monde est d'accord avec nous, je pense, pour dire que leurs films ont complètement fonctionné. On attend vraiment les suites en fait de ces réals et de voir ce dont ils sont capables justement. Est-ce que, juste comme ça, j'en profite, toi entre les deux, t'en mettrais un au-dessus de l'autre, entre les trois, parce qu'on va inclure James Wan. D'ailleurs, James Wan, je me suis rendu compte que le mec, le premier saut, il l'a sorti, je crois qu'il devait avoir même pas 25 ans. Non, ouais, après il est chaud aussi, hein. James Wan, si je dis pas de bêtises, c'est Saw, si je dis pas de bêtises, c'est Insidious. Oui. Il y a aussi peut-être une écriture sur Sinister, ouais, Conjuring, il a fait les deux. Non, le mec est chaud. Mais sur les deux, en fait, je pense que James Wan, il fait quand même beaucoup de films d'horreur, donc il a quand même une patte, mais bien plus grand public que par exemple un Aster qui fait Midsommar et Hérédité. Hérédité, il faut quand même être assez accroché, je pense pas que c'est ouvert à tout le monde. Et pareil, Jordan Peele, en fait, il a des messages à transmettre. Que James Wan, c'est pas ça. James Wan, en fait, c'est un peu des produits de studio, peut-être pas sur Saw et certains autres films, mais il est bon dans l'horreur quand même. Il est bon, hein, mais en fait, je trouve qu'il a un bon horreur de studio. Tandis que Jordan Peele, je trouve quand même qu'il a un message. Le mec sort de Blumhouse.
Blumhouse, bon bah c'est high concept, low budget. Donc au final, le mec avait 5 millions, nous sort un Get Out, c'est genre, le film est incroyable. Us, il a été quand même apprécié, un peu moins que Get Out, mais au final, il est quand même vraiment bon aussi. L'idée est bonne. Voilà. Donc non, une préférence, moi ce qui me parle le plus, malheureusement, j'aime beaucoup ce que fait James Wan parce que c'est un homme c'est un homme à tout faire, même au-delà de ça, il a quand même fait Aquaman, il me semble, si je dis pas de conneries, qui était pas dégueulasse. Je suis quand même bien plus devant. Visuellement, il y a des choses. C'est ça, bon, narrativement, c'est sûr que c'est peut-être pas le mieux, mais visuellement, ça va. Et donc j'aime beaucoup James Wan. Ari Aster, c'est assez impressionnant ce qu'il fait. Et Jordan Peele, c'est juste que, en fait, il a un message, un message communautaire, et j'adore ce qu'il fait aussi. Genre, les trois sont vraiment top, il n'y en a pas un qui se démarque plus d'autres. Ils proposent chacun un style d'horreur, en fait. Ouais, j'avoue que c'est cool. Et si tu... Bon, dernière petite question, et après, promis, c'est moi qui lance un nom. Si tu devais faire un pari, genre sur un des trois, qui va nous sortir, genre, le film d'horreur des années 2020? Après, peut-être pas que ce sera un de ces trois-là, mais je dirais, parmi ces trois. Si c'est un des trois-là, je pense que c'est Aster. Parce qu'il a qui vraiment... pète au grand public. Parce qu'en gros, il a vraiment un style... Enfin, je sais pas pourquoi, hein, mais pour moi, à mon sens, Aster ressemble un peu à Carpenter. Okay. Dans le principe où il réinvente en fait quelque chose sur un style horrifique. Carpenter, on va pas se mentir, Halloween, le slasher, c'était pas non plus très démocratisé. Et Aster, voilà. Et, il y avait quelques films avant, mais c'était pas des vrais slashers, c'était pas considéré comme tel, et c'est lui surtout qui le démocratise. Aster, il arrive par là, et il arrive maintenant, et je trouve que dans ses films, il y a un peu cette même recherche de, je sais pas, Midsommar, c'est un film horrifique en plein jour. Enfin, c'est quelque chose techniquement qui te fait pas spécialement peur. Très, voilà. Et je pense que lui, en fait, il arrive un peu à réinventer un style, à réinventer quelque chose. Et je pense que c'est lui qui serait le plus à même à valoir un vrai maître de l'horreur. D'accord. Ok, du coup, moi, je vais aussi lancer mes deux premiers noms. Pareil, je vais passer assez rapidement dessus parce que je pense qu'ils sont déjà ultra connus, en fait. C'est Damien Chazelle et Xavier Dolan. Ouais. Surtout Xavier Dolan, il a commencé vraiment à un âge très jeune. Ouais. Aussi dans la vingtaine, début de vingtaine. Il a déjà fait beaucoup de films pour son âge. Et surtout, très jeune pour, je trouve, un cinéma d'auteur. Ouais. Clairement, avec beaucoup. Oui, il y a quand même déjà pas mal de sagesse derrière son cinéma, des sujets qui lui sont personnels, mais aussi qui sont pas forcément habituels. En fait, il a un style d'ailleurs. Et genre, un sujet glissant aussi, j'ai envie de dire. Et genre, quand il fait un film, tu fais ok, c'est un film de Dolan, on reconnaît sa patte. Damien Chazelle, il m'impressionne beaucoup aussi, pourtant, j'ai pas été forcément conquis par Whiplash et La La Land. La La Land, j'ai quand même assez apprécié, j'ai passé un bon moment. Mais c'est parce que j'aime pas trop les comédies musicales où j'ai moins d'attrait envers la musique, donc forcément ça touche moins. Par contre, genre son film First Man, premier homme sur la je dirais pas le mot claque, mais vraiment je me dis ok, c'est vraiment un bon film. Alors, je l'ai pas vu, la bande son, j'ai beaucoup aimé la bande son, ce qui n'a absolument rien à voir, mais je précise quand même. Ça peut être important. Après, comme tu dis, au final, le 6, je pense que ça a quand même son importance parce que Chazelle fait quand même beaucoup de films en rapport à la musique. Tout à fait. Donc, au final, c'est quand même parlant que la bande son soit bonne sur First Man. Tout à fait. Et du coup, lui, il a déjà été primé beaucoup de fois à 35 ans, c'est assez impressionnant. Mais bon, voilà, c'est convenu. Donc, maintenant, je te propose qu'on aille. Vas-y, donne-moi encore un autre nom. Tu peux aller creuser un peu plus ou tu peux donner aussi quelques noms. Alors, je vais donner mon dernier nom qui est un peu, on va dire, connu, parce qu'ensuite ça va être un peu moins connu. Le troisième que moi j'ai souligné, ça sera Ryan Coogler. Donc, il a 33 ans. On le connaît surtout pour son Creed 2, mais aussi, et je pense que tout le monde le connaît pour ça, pour son Black Panther. Donc, le mec, 33 ans, il te lâche un Black Panther. Le film, il est sorti un peu nulle part au box-office pendant l'année de sortie. Et peut-être un des Marvel les plus rafraîchissants. Ouais, on découvre. En gros, le film, il n'était pas attendu autant que ça. On pensait pas qu'au box-office, ça soit si, comme tu dis, rafraîchissant. Et au final, il fait deux superbes films. Je pense que lui, il va continuer. Et en plus, il a son petit gimmick aussi, pas de réalisation, mais d'acteur. Toujours avec Michael B. Jordan. Il a fait un troisième film que je connaissais pas, qui s'appelle Fruitvale Station en 2013. J'ai pas vu, mais il était aussi dedans, en fait, dans ces trois films, dans ces trois métrages. Toujours le même acteur. Bon, pas toujours en premier rôle, mais c'est rôle de méchant dans Black Panther. Et je pense qu'il a un des meilleurs rôles, justement Jordan, il a un des meilleurs rôles de Black Panther aussi.
Ouais. Donc non, ouais, je pense que lui aussi, assez prometteur. Par contre, est-ce que t'as pas peur que lui il soit enfermé un petit peu dans les La Marvel Rama, c'est ça? Ouais. Je pense pas, parce qu'au final, comment dire, déjà Fruitvale Station, je l'ai pas vu, donc est-ce que c'est un film d'auteur ou pas, je préfère pas en parler du tout. Oui, Mais au-delà de ça, il a fait Creed 2 et Black Panther. Je dis pas que c'est des films de studio, certes. C'est pas les mêmes studios, c'est pas les mêmes thématiques de films. Je pense qu'il est capable de faire autre chose, et je veux dire, au-delà de ça, 33 ans, tu fais déjà un film de studio de la calibre Marvel, Disney. Je pense qu'il y a une énorme pression qui est quand même derrière. En plus, quand il fait le film Marvel, le Black Panther, il y a quand même aussi, comment dire, pareil, il y a aussi une effervescence culturelle derrière le film. Il y a une attente justement on a d'une certaine communauté. Voilà, exactement. C'est exactement ça. Il y a quand même une exploitation en fait, malheureusement, on va dire d'une communauté qui est là. Et ça a double tranchant. Ça fonctionne très bien ce qu'il fait, autant comme a fait Peele que Couleur. Et je pense que non, il pourra continuer. Et il a la confiance en fait maintenant, je pense, des gros majors. Ouais. Et si demain il veut faire un film, je pense qu'il va lui donner un peu de liberté. Il aura peut-être des libertés, si vraiment il en cherche, il va dans un plus petit label de prod. Et je pense qu'ils peuvent pas refuser Coogler. Enfin, le mec a fait une des plus grosses réussites dans les années, c'est 2018 je crois. Black Panther 2018, donc il fait un des meilleurs box-office, donc non, il n'y a pas de souci. Ok. Du coup, à mon tour, donc cette fois-ci je vais parler de réalisateurs français. Enfin, il y en a un qui a fait des films déjà aussi au Canada. Et je crois qu'il a aussi pas sûr aux États-Unis, mais donc lui il est assez connu parce qu'il travaille aussi dans la musique, c'est Quentin Dupieux. Monsieur Oiseau. Tout à fait. Un personnage assez particulier, je pense qu'on peut le dire. Parce que c'est très complet. Ouais. Mais ce qui est intéressant avec ces films, c'est que moi, celui que je préfère pour l'instant, ça reste Réalité. Donc celui qu'il a fait avec Alain Chabat. Qui était vraiment intéressant, des thématiques plutôt recherchées. Parce qu'après, il a fait beaucoup de courts-métrages qui sont vraiment pas mal, mais c'est des concepts qui peuvent aussi s'essouffler assez vite. Donc il a fait Le Dain, notamment l'année dernière avec Jean Dujardin. Franchement, le film est cool, mais après, est-ce que ça tient sur 2 heures? Non, et puis c'est pas fait pour. Non, c'est sûr. Mais moi, son film qui me parle le plus, c'est Rubber, tu vois. Ouais, avec le pneu. Ouais, complètement démenté. C'est complètement fou, et ça marche bien, hein. Mais... Moi, ce qui m'impressionne, c'est qu'il arrive à trouver justement des financements en fait pour ça. Ouais. Parce qu'il me semble que Rubber, si je dis pas de conneries, c'est un de ses tout premiers. Ouais, c'est je pense son deuxième film. Ouais, voilà, je veux dire si c'était le premier, mais je veux dire même deuxième film, produire un film là-dessus, enfin c'est incroyable, surtout en France. Donc après, lui en fait ça dépend vraiment des projets qu'il va avoir. Donc, ce qu'il peut faire, s'il reste dans la même optique, c'est-à-dire de sortir beaucoup de moyens films, moyens métrages, courts métrages, mais complètement barrés, pourquoi pas, hein, ça me va aussi. Ou alors si, comme Réalité, il essaye de faire des films entre guillemets plus classiques, disons que c'est à lui de toute façon de décider, mais que je continue à le suivre. Oui, je pense qu'il est déjà existant, on va dire, dans le milieu de la réal française. Et je pense respecté. Il est déjà périn un peu dans le monde du cinéma français, et je pense qu'il va y rester, là, c'est même sûr. Je vais rester dans les réalisateurs français, cette fois-ci avec, je pense, une figure un petit peu moins connue, c'est donc Thomas Lilti. Alors, si j'en parle, c'est parce qu'il a un parcours qui est déjà assez atypique, parce qu'à la base, le monsieur donc, est médecin. Mais, vu qu'il était très intéressé par le monde du cinéma, il est d'abord devenu scénariste, donc il a produit plusieurs choses pour la télé, et surtout, depuis, en fait, à chaque fois qu'il nous fait des films, c'est en rapport avec son métier, la médecine. Et donc, il a sorti Hippocrate, première année, médecin de campagne, donc bon, voilà, on reste toujours dans le même sujet, mais c'est des films qui sont franchement pas mal. Bon, ce sera jamais, je pense, un réalisateur en termes de technique narrative avec sa caméra, ce sera jamais un virtuose. Tu vois, ça rappelle Steven Spielberg. Non, c'est sûr. C'est souvent dans ses thèmes. Voilà, c'est ça. Ce qui est beau, en fait, c'est qu'il a une thématique propre. C'est ça. Et que tous ses films, toutes ses œuvres, en grosso modo, tournent autour de ça. Et je pense pas qu'il y en ait des masses qui fassent ça, justement. Non. Et ça donne vraiment une identité, en fait, au réal, et je trouve ça vachement intéressant. Et surtout, c'est pas un cinéma d'arrêt d'essai. Tu vois, ça va être c'est un cinéma d'auteur, mais ça va pas être un cinéma d'arrêt d'essai. En plus de ça, c'est quand même aussi un cinéma d'actualité. Parce que Médecin de campagne, bien sûr. On est en plein dedans, en fait. C'est ça. Voilà, c'est ça. C'est pas pour Médecin de campagne. Voilà, donc ce sera mes 2 choix français. Je te renvoie la balle. Si on continue sur le point de vue français, j'en ai une petite, moi, mais rapidement. Ça sera Julia Ducournau, connue pour Grave. Donc, je pense que la majorité des personnes qui regardent un peu de cinéma français connaissent Grave, qui gagne, si je dis pas de bêtises, le festival de Gérardmer de meilleur film.
Ouais, ben pareil, hein, je pense qu'elle, on attend justement le prochain. On sait justement aussi qu'elle est sur la série de Shyamalan pour Apple TV, The Servants. Elle a fait 2 ou 3 épisodes en tout cas réalisés. Donc bon, madame a un CV, hein, c'est ça. Faut pas se mentir. Et ouais, je pense qu'elle va donner aussi quelque chose de grandiose, on va dire, en tout cas en termes de cinéma de genre français. Parce que le dernier, si je dis pas de bêtises, ça doit être sûrement Aja, avec Haute Tension, etc. Donc ça remonte quand même un peu de temps. Peut-être qu'il y en a eu quelques-uns entre temps, et je suis désolé si je les ai oubliés. Mais en tout cas, c'est lui qui me vient en premier. Et ensuite, elle en cinéma de genre français, vraiment un peu horrifique. Moi, c'est aussi pas mal du gore, on va pas se mentir. Mais je pense qu'elle aussi est enfin, c'est même plus être prometteuse, on sait très bien qu'elle est déjà dedans, voilà, mais maintenant on attend de voir ce qu'elle va faire. On attend en fait sa qu'elle étoffe un peu sa filmographie et qu'on kiffe quoi. Parce que je pense qu'elle a pris une autre dimension quand elle a été nominée aux Oscars. Là je pense qu'il les a fait. Ah oui quand même. Bah en fait ils ont juste reconnu tout simplement que le cinéma de genre français, bah, c'était pas non plus de la merde. C'est ça. Et ça c'est important. Et on sait que pendant des années ça a été un peu un calvaire pour le cinéma français. Qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, Besson a quand même été vachement utile en termes de financement des films français et bon bah heureusement qu'il a été là pendant un bon bout de temps. Maintenant c'est vrai qu'on le voit un peu moins, mais ouais je pense que c'était déjà super gratifiant pour les fans de cinoche de genre et là bah grâce à elle je pense qu'on a encore de beaux jours devant nous et qu'elle aussi quoi. Ok, je continue avec ma part pour Robert Edgers, 35 ans, 2 films, The Witch et Lighthouse qui est sorti cette année. Je pense que le monsieur a vraiment du potentiel. Ouais, il fait des films en fait, pareil, c'est aussi. Bon, on parle beaucoup de cinéma de genre, je pense, ce soir. C'est vrai, mais en gros, je pense qu'il a aussi une patte. The Witch, c'est assez spécial, mais c'est hyper bon dans l'ensemble. À la fin, t'es quand même. Tu sors de là, tu te dis putain, ouais, c'était vraiment pas mal. Lighthouse, c'est aussi un peu. Enfin, c'est aussi dans un esprit très. Très comment dire, très excentré de ce qu'il y a d'habitude quoi. Ça sort un peu aussi pareil des sentiers battus etc. On n'a pas l'habitude de voir spécialement ça au cinoche. Des bonnes idées. Il y en avait beaucoup des films mine de rien sur des phares etc. avec justement ouais il y en a quand même pas mal où justement les mecs deviennent un peu fous, je sais plus comment ça s'appelle les mecs. C'est vrai que les personnes isolées dans des lieux où l'accès est difficile, ça c'est déjà vu. Où justement la folie s'y prête. Mais le film est bon aussi, on a un bon Robert Pattinson, on a... Tu sais qu'il lui a racheté une crédibilité, enfin, parce qu'il y a beaucoup de gens qui lui crachent dessus. Mais mine de rien, enfin, je suis d'accord que beaucoup de gens crachent dessus, mais si tu regardes en fait, quand même les acteurs de Twilight, mec, genre... ils sont pas mauvais. Pattinson, il fait The Lighthouse, ça lui donne une crédibilité, il y a Batman qui arrive derrière, il s'est pas trop fait, je trouve qu'il s'est pas trop fait strike, alors que pourtant... un peu quand même. Ouais, mais je trouve que moins que Ben Affleck. Ben Affleck elle en a vraiment pris plein la gueule, tu vois. Et pareil, Kristen Stewart, mine de rien, on peut dire ce qu'elle veut, je crois que c'était une des actrices les mieux payées pendant longtemps, et une des plus bankable justement sur le sol hollywoodien, quoi. Donc au final, on peut dire ce qu'on veut des acteurs, voilà, ils s'en sortent tous très bien quand même. Et ce qui est marrant, c'est que je suis sûr que sans Lighthouse, les gens auraient peut-être plus râlé pour Robert Pattinson du coup en Batman. Ouais, mais après c'est peut-être. Alors je sais pas, je pense que c'est quand même son choix, qu'il l'a voulu et qu'il a pas pensé en fait non, aussi loin que ça. Pas calculé. Mais c'est vrai qu'en plus faire un petit film, on va dire d'auteur entre parenthèses, ça le réimplante. Ça lui enlève son ancienne image. Voilà, en gros, ça lui enlève cette aura de teenager movie et que juste les petites jeunes ou les jeunes de 15 ans en général apprécient le personnage. Là, il va sur, je pense, un autre type de public et bah, ça le réintègre un peu dans le monde du cinéma de genre. J'en profite sur Lighthouse parce que j'ai une manie que j'aime souvent faire lorsque je regarde des films, c'est en gros trouver des screenshots genre qui sont de certaines scènes qui m'ont marqué. On peut faire de la photographie là. C'est pas de la photographie mais c'est genre ok ce moment là il est super cool, okay. Vas-y je le screen et je le garde. Et du coup il y en a, j'en cite juste un comme ça pour le fun. Donc c'est les deux personnages, donc les deux protagonistes, ils sont en train de se disputer à l'extérieur, donc bon avec le temps on peut imaginer autour d'un phare en pleine tempête, c'est sombre, il y a de la pluie et tout, et t'as le phare tu sais derrière qui tourne, et en gros t'en as un qui est au sol, l'autre qui est debout, et en gros la lumière du phare elle va arriver juste au niveau de ses yeux, tu vois quand il tourne et elle va plonger sur le personnage en dessous, comme si c'était genre tu vois un cyclope avec genre avec la vision vers le personnage à terre, ok tu fais ça, tu fais... Esthétiquement ouais c'est beau. C'est beau. Ouais je suis d'accord aussi. Après dans The Witch, ouais, c'est un peu moins esthétique en termes de mise en scène,
Mais après, l'esthétique de la photographie en soi est quand même assez belle aussi. Il est bon. Non, il a une bonne équipe, il est talentueux. Moi, franchement, j'ai bien envie de voir ce qu'il va faire ensuite. Bon, je pense qu'il est sur une bonne lancée. Hein. Ouais, il est bien parti, clairement. À mon tour. Alors, je suis désolé si j'écorche le nom. Bah alors, on va partir en Corée du Sud. C'est bien, cinéma. Exact, donc il s'appelle Yeon Sang-ho. Je suis désolé si j'écorche le nom, hein, 42 ans. Bah après, tout le monde aussi, je pense, l'a vu. Un petit film de zombies pas très connu qui s'appelle Dernier train pour Busan. Donc, bon, bah je pense que c'était une des meilleures révélations de 2016, si ce n'est la meilleure. Le film était dingue, genre, ok, il y a eu quelques petits défauts, on va pas se mentir, mais en termes de film de zombies, ça faisait bien longtemps que j'ai pas vibré comme ça. Je pense que le dernier film de ce type qui a eu autant d'impact, c'est peut-être 28 jours plus tard. Ouais. Je pense qu'il n'y a rien d'autre. Il y a 28 jours, il y a aussi 28 mois, non? Ouais. 28 semaines. 28 semaines. Mais le 28 jours était meilleur. Ouais, je suis d'accord aussi. Et je pense qu'à part ça, oui, clairement, c'est celui qui a rafraîchi le genre. Ouais, il y a quand même eu le film avec Brad Pitt, World War Z aussi, qui a quand même, c'était plus un blockbuster, mais qui a quand même fait aussi un peu son beurre, je pense. L'utilisation de zombies rapides et tout. Ok, mais à choisir, je préfère Dernier train. Non, je suis d'accord aussi, largement. Il y a quand même pareil, il y a une patte en fait. Enfin, le film est vraiment bon, et pourtant le mec en fait qu'un film, c'est son premier. Oui. À la base, si je dis pas de bêtises, c'est un mec qui est dans l'animation. Okay. Donc bon bah. Est-ce que tu sais s'il y a des projets prévus? Pour être honnête, je sais qu'il y a une suite à Dernier train pour Busan qui va sortir. Ok. J'ai mal fait mon travail, je sais pas si c'est lui qui le fait. D'accord. Mais en tout cas, je sais qu'il y a une suite qui est prévue, ouais. Donc wait and see, on verra si ça sera aussi bien. Mais bon, je me fais pas trop de soucis, hein. Je pense que ils vont quand même peut-être bien pérenniser la licence. Non, je pense que bon bah comme tout le monde connaît Dernier train pour Busan, il est excellent. Je pense que j'ai rien de plus à rajouter là-dessus. Ok. Je vais terminer. Bon, j'aurais pu citer aussi Edgar Wright, mais bon, je pense que lui, il est tellement connu qu'il a même plus besoin. Trilogie du Cornetto et Scott Pilgrim, voilà. Enfin, lui, de toute façon, il fait déjà des bons films. Je pense que ça va continuer, même si j'ai hâte de voir ce qu'il va faire, mais voilà, c'est déjà du bon. Alexandre Astier a 46 ans, donc je ne l'ai pas cité, et puis bon, il n'a pas encore fait de. Enfin, si, des films d'animation, mais c'est son premier film. On attend Camelot, on verra ce que ça donne. Donc je vais terminer avec Antonin Baudry. Donc, pourquoi je l'ai choisi? Parce que lui aussi, il a une carrière assez atypique. Donc, on a parlé tout à l'heure d'un médecin. Lui était par contre diplomate à la base. Donc, c'est quelqu'un qui a évolué. Bon, c'était déjà un bon poste. Donc, c'est quelqu'un qui a évolué dans la sphère politique depuis longtemps. Et du coup, ce qui est bien, c'est que toute cette connaissance, ça lui donne un bagage que je pense la plupart, je dirais 99%. Oui. Les réalisateurs n'ont pas forcément cette connaissance intrinsèque du monde des affaires. En gros, c'est une identité en fait de réel. Et des thèmes qui sont pas courants, et du coup donc il nous sort Quai d'Orsay et surtout Le Chant du Loup dernièrement. Qui a remporté justement un César du meilleur son si je dis pas de bêtises. C'est ça. Et là où je le trouve intéressant, c'est qu'on retrouve un cinéma français avec de l'ambition, c'est-à-dire de faire des films, pas seulement des comédies, mais donc des films avec des moyens, des films sur des théâtres d'opération, donc au niveau du terrorisme, des films avec des sujets d'actualité, des films sérieux, c'est pas une comédie, il n'y a pas de blague. Au niveau des effets spéciaux, de la lumière, de la réalisation, c'est soigné, donc ça fait plaisir, ça montre qu'on en est capable. Donc j'espère que, pas forcément lui, mais si lui veut continuer à le faire, c'est très bien. Et donc si on peut avoir plus de films de ce type et que ça marche, parce qu'en plus il a plutôt bien marché en salle. Mais je sais pas si t'avais vu Made in France? Non. Regarde Made in France. C'est quoi? C'est alors le film a fait un peu de... Comment dire? Un bad buzz, non, mais en gros il a failli être sortir, disons, 3 jours après les attentats du 15 novembre. D'accord. 15 novembre, ouais. Et donc évidemment la sortie était un peu repoussée parce qu'en gros c'était... Si c'est bon, je m'en rappelle, mais je l'ai pas vu. Voilà, c'était 4 terroristes qui allaient faire juste une attaque en fait sous le Champs-Élysées. Et bon, le film franchement... mauvais timing. Le film est franchement super. Okay. Mais c'est pareil, c'est aussi un film complètement d'actualité. Et surtout à sa sortie, bon, mauvaise blague, mais c'était vraiment d'actualité. Et vraiment bien aussi, et cinéma français. De toute façon, je pense que c'est un des défauts du cinéma français de genre, c'est que les ambitions sont pas souvent au niveau des moyens. C'est ça, parce que pour moi, on a les équipes. Ouais. Le talent, je suis sûr qu'il y a des gens qui l'ont. Les idées sont là, mais c'est juste. Mais ce qui est bien, c'est que ça commence à changer. Je vois que les gens s'intéressent, on l'a dit avec Corave, s'intéressent au cinéma de genre, et j'espère que ça va continuer. Donc voilà pour
Le dernier sur ma liste, donc c'était Antonin Baudry. Je vais pour ma part terminer là-dessus, je sais pas si tu as encore un. J'en ai encore deux petits, moi je vais avoir encore Lace Vanel, on a entendu parler il n'y a pas très longtemps, si vous avez vu Invisible Man. Il avait fait en amont Upgrade, qui avait très bien fonctionné aussi, donc lui, ben, pareil, un peu... il avait aussi écrit, on en parlait tout à l'heure de James Wan, il était aussi sur l'écriture de Insidious et du premier saut. Donc bon, c'est pas non plus Joel Clodo. Hein. Et ça fait donc assez longtemps qu'il est là. Ouais, ça fait aussi pour 43 ans, donc il est reste dans notre moyenne d'âge qu'on avait sélectionné. Et pareil, cinéma aussi, un peu de genre horrifique, etc. Bon, bah, je pense que lui, il a plus grand chose aussi à prouver en termes surtout d'écriture. Maintenant, plus qu'à faire, quoi. Et bon, là, on en parle beaucoup en ce moment, bah, justement, grâce à Invisible Man, qui fonctionne relativement bien. Et mon petit dernier, ça sera David Robert Mitchell. 46 ans, c'est la petite année en plus, c'est ça. Ça passe. Donc il a fait It Je te Follows. l'accorde. Tu m'as accordé à ski, je te l'accorde. C'est gentil. Donc il a fait aussi It Follows donc en 2014. Je sais pas si vous connaissez vraiment le film. Il est bon, un peu moins distribué quand même. Oui. Mais le film est excellent. Enfin, donc c'est juste l'histoire en fait d'une sorte de malédiction transmissible par le sexe. Et la personne en fait est suivie par une sorte d'aura de monstre, on ne sait pas trop quoi, et il faut fuir des coins là où malheureusement coucher avec quelqu'un, il est repassé. Donc le film est vraiment intéressant. Et ensuite il a fait cette ovni qui est Under the Silver Lake, apprécié par certains mais beaucoup détesté. Disons que si tu sais pas ce que tu vas voir en salle et que tu tombes là-dessus, tu peux être déconcerté on peut et dire passer un un peu mauvais moment. notre expérience. Vas-y, je t'en prie. Bah, grosso modo, on y a été avec des amis, ouais, et disons que nous on était quand même assez étonnés de ce qu'on voyait, Ouais. et on était quand même assez curieux de connaître justement la finalité de l'histoire. Et disons que nos amis ont littéralement quitté la salle. Ils nous ont attendus dehors parce que c'était un peu long pour eux. Évidemment, les personnes qui aboient, c'était assez spécial. Je peux concevoir, hein, mais. Et surtout, je pense, on a apprécié tous les deux. Mais pourtant, je pense qu'on n'a pas la moitié des rêves qui ont été Ouais, je expliqués. suis d'accord. Et ça nous a quand même parlé parce qu'il y a des choses qu'on a vues déjà. On l'a apprécié aussi, il faut pas se mentir, on l'a aussi vachement apprécié, je trouve, sur la longueur. Oui. Parce que en sortant de la salle, on était assez mitigé, Oui. en y réfléchissant, en Ça parlant, fait, ouais, on quand a même. commencé à apprécier le film en fait. Et j'ai même fini par l'acheter. Hein. Oui. Mais non, ouais, le film, enfin. C'est quand même, d'ailleurs, c'est, je pense, la scène avec la femme oiseau, c'est la scène Ouais. qui m'a fait le plus peur depuis 20 ans. Non, Moi, j'abuse, mais elle non, 10 sans ans. déconner, pendant No Joke, pendant je pense une semaine et demie, 2 semaines, Mais oui. je me réveillais le matin. Et si je mettais ma salade sur la tête, je me chiais dessus, mais littéralement en me disant qu'elle pouvait apparaître, tu vois. Donc, J'étais vraiment pas sûr. alors, c'est pas forcément un film d'horreur. Non, pas du tout, mais la scène était marquante. Il Ouais. y a des scènes vraiment marquantes C'est du film. vraiment marquant. Et mine de rien, le film en fait dure, il me semble, je crois 2 heures, 2 heures et demie. Ouais, c'est Et sincèrement, il y a beaucoup de scènes qui me restent encore en tête. pareil, Et qui m'ont marqué. le film est vraiment, enfin, je trouve qu'il est bon. Bah, je vais C'est finir par un dire la ovni, même je chose. suis C'est d'accord. un ovni, c'est un ovni. Et donc pour moi, David Robert Mitchell, il fait des films étranges, mais étrangement bons. Voilà, donc moi, comme je l'ai dit, hein, j'en ai pas forcément d'autres à Pareil. présenter. Même si je dirais que James Wan, donc non seulement, donc on en a déjà parlé, il a 41 ans, mais comme Keanu Reeves et d'autres acteurs, j'ai l'impression qu'il ne vieillit pas Non, ouais, je suis physiquement. d'accord aussi. Le gars, il est plus jeune que moi, j'ai l'impression. Donc bon, peut-être que lui sera là encore à 92 ans, comme Clint Eastwood. Après, on l'a pas parlé, si je dis pas de bêtises, il y a aussi Villeneuve. Mais bon, Villeneuve, c'est Villeneuve. 52. Ouais, voilà, un peu plus âgé, mais lui aussi a fait des films de ouf et on a vendu une cette année. Après Nolan, hein, il est plus jeune que Aussi, Villeneuve, et ouais, tout, c'est mais bon, eux, voilà, ils sont C'est déjà très des monstres. connus, c'est déjà des Ouais, monstres. ouais. Et j'avoue que le Dune, moi, je l'attends beaucoup. On attend tous. Tiens, c'est. Ouais, voilà, bon. Donc de mon côté, j'ai parlé de ce que je voulais. Je sais pas si toi tu veux rajouter quelque Non, non, chose. je vais. Cinéma de genre. Vaincra. Ouais. Mesdames, messieurs, nous arrivons à bout de pellicule. Il est temps de nous quitter. Ciao. Ciao.